À ce jour, 2075 essais nucléaires ont été effectués dans le monde. Mais l'arme nucléaire n'a été utilisée comme telle que par 2 fois, les 6 et 9 août 1945, à Hiroshima et Nagasaki, provoquant la mort de 155 000 à 246 000 personnes. Les estimations sont fort variables. Mais est-il possible que ces 2 tragédies humaines soient le résultat d'une simple erreur de communication, liée à l'usage d'un seul mot, Mogatsu? Je vous laisse en juger par vous-même. Ce ne sont ni les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, ni l'entrée en guerre de l'Union soviétique qui invitent le Japon à réfléchir à une possible capitulation. L'empire du soleil levant est battu depuis bien longtemps déjà. Et la sphère de coprospérité de la Grande Asie, comme l'appelaient les Japonais, n'existe plus. Depuis 1943, le Japon est peu à peu reconduit vers ses frontières nationales. Et le pays croule sous les bombes. La production d'acier a chuté de 70% et la production d'avions a diminué de 64%. Le 9 mars 1945, 334 bombardiers B-29 larguent 1700 tonnes de bombes sur Tokyo, y détruisant 30 km² et tuant 100 000 personnes en une nuit. Lorsque l'amiral Kantaro Suzuki devient Premier ministre en avril 1945, c'est un amiral sans flotte. Les derniers navires de la flotte impériale japonaise seront d'ailleurs coulés par le bombardement du port de Kure fin juillet. Alors, l'État du Japon n'a pas échappé à ses dirigeants. En fait, depuis plusieurs mois déjà, le Japon veut arrêter la guerre. Les proches de l'empereur lui ont conseillé dès février de se rendre, quel qu'en soit le prix. Et dès sa prise de fonction, Suzuki ne dira pas autre chose. Nous devons arrêter la guerre, à la première opportunité venue. Pourquoi dans ces conditions le Japon a-t-il refusé, fin juillet 1945, la déclaration de Potsdam proposant l'arrêt des hostilités? Et a-t-il attendu encore 2 semaines et les explosions nucléaires de Hiroshima et Nagasaki avant de donner son accord? Cette question n'a jamais reçu de réponse tout à fait satisfaisante. Mais en voici des éléments convaincants où il est question d'une effroyable méprise. Alors, la déclaration de Potsdam est une offre de capitulation proposée le 26 juillet 1945 par les Alliés et signée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine. L'Union soviétique n'est pas signataire, n'étant pas en guerre avec le Japon à ce moment-là. Et les Japonais n'en croient pas leurs yeux. La proposition est bien plus favorable et plus douce pour eux qu'ils ne l'auraient cru. Alors, la demande de capitulation sans condition est faite aux forces armées japonaises et non au gouvernement, ce qui atténue pour eux l'idée de défaite. Le Japon ne sera pas détruit en tant que nation. Les Japonais pourront choisir librement leur forme de gouvernement. Ils retrouveront la souveraineté des îles qu'ils possédaient avant-guerre. Ils auront accès à toutes les ressources et matières premières nécessaires pour se reconstruire. Mais le plus important à leurs yeux est que la personne de l'empereur est intouchée. Hirohito restera sur le trône. Mais il y a toujours un mais. Et dans ce cas-ci, il y en a plusieurs. 1. La déclaration demande une cessation immédiate des hostilités. Le Japon doit se décider très vite. Faute de quoi le pays encourt, et je cite, « la destruction inévitable et complète des forces japonaises et aussi, inévitablement, une terrible dévastation de la métropole nippone. » La menace nucléaire, sans être nommée, y apparaît déjà voilée. 2. Le gouvernement japonais souhaite accepter, mais craint la réaction des militaires les plus ultras. Il a donc besoin d'un peu de temps pour convaincre les plus irréductibles. 3. Mais dans le même temps, et afin de préparer le pays à la capitulation, le ministre des Affaires étrangères Togo communique déjà la déclaration aux journalistes. Mauvais plan. 4. Le Japon a engagé, sur le côté, dans le même temps, des pourparlers de paix via les bons offices de l'Union soviétique. Peut-être espèrent-ils plus par là et veulent temporiser donc leur réponse à la déclaration de Potsdam. Mais les soviétiques ne répondent pas. 5. Enfin, jusqu'à présent, la déclaration n'a été reçue que par la voie des ondes, par radio. Aucun document écrit
n'a encore atteint le siège du gouvernement. Le cabinet peut-il se décider ainsi sur base d'une information non officielle? Ce 26 juillet, le stress est palpable entre les 6 membres du cabinet restreint. De plus, la chaleur est étouffante. Suzuki, âgé, paraît apathique et passif. Il ne dirige pas les débats. Togo, ministre des Affaires étrangères, veut la paix. Anami, ministre de la guerre, veut la guerre. Et les débats s'éternisent. On a besoin d'encore un peu de temps. Oh, le délai ne devrait pas être long. Oui, mais le lendemain, 27 juillet, le Premier ministre Suzuki doit donner une conférence de presse. Et les chances sont grandes que quelqu'un lui pose une question à ce sujet, puisque la presse est déjà au courant. Que répondra-t-on? Alors, on convient de traiter le sujet de manière superficielle. On dira que le cabinet n'a pas encore pris de décision sur la proposition et que la discussion continue. Et même si on se tait, le seul fait de ne pas dire non à l'ultimatum indiquera à tous où va le vent, non? Oui, mais devant les journalistes, Suzuki utilisera le mot mukatsu pour partager le sentiment du cabinet. Ce terme n'a pas d'équivalent en anglais ou en français, mais se révèle également ambigu en japonais. Ce verbe japonais se compose de 2 kanji, moku, ce qui signifie littéralement silence, et satsu, qui veut dire tuer. Les interprétations sont diverses. Cela peut en effet tout aussi bien signifier s'abstenir de tout commentaire, ce qui correspond, nous le savons, à la pensée de Suzuki et du cabinet, ou opposer une fin de non-recevoir, c'est-à-dire refuser. Et c'est cette seconde interprétation, terrible dans ses conséquences, que choisiront les journalistes et traducteurs japonais de la Domei News Agency, ignorant ce que Suzuki avait en tête. C'est ainsi que Radio Tokyo communiquera que le cabinet japonais a décidé d'ignorer, au sens de refuser, l'ultimatum. Le plus grand quotidien japonais, le Asahi Shimbun, dira la même chose. Ces termes seront alors repris par les journaux du monde entier. Le cabinet japonais est furieux à la fois du choix du mot utilisé et de l'erreur d'interprétation de son agence de presse, mais ne rectifiera pas l'erreur. Côté américain, et sur base de cette info, le sort en est jeté. La décision de lancer la bombe atomique est prise par le président Truman. Celui-ci tient toutefois à donner encore du temps aux Japonais, en communiquant à ses troupes « Lâchez la bombe dès que vous serez prêts, mais pas avant le 2 août ». Alors, tandis que côté américain, les préparatifs du bombardement se poursuivent, les Japonais, eux, continuent jour après jour de tergiverser, espérant en fait gagner du temps pour réussir leurs négociations via l'Union soviétique. Alors, on sait aujourd'hui qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir. Terrible cécité politique. Le 6 août 1945, à 2h44 du matin, le B-29 du colonel Tibbets quitte l'île de Tinian en direction d'Hiroshima. À son bord, une seule bombe. Elle mesure 3 mètres de long, fait 71 cm de diamètre et pèse 4,5 tonnes. À 8h, 16 minutes et 2 secondes, la bombe appelée Little Boy explosa à 580 mètres d'altitude, développant la puissance de 15 000 tonnes de TNT, créant une bulle de gaz de 400 mètres de diamètre. La température s'élèvera à plus de 4000 degrés et des vents de 300 à 800 km à l'heure détruisent tout sur leur passage, en tuant immédiatement de 70 à 80 000 personnes. Bob Lewis, le copilote d'Enola Gay, le bombardier, en voyant l'explosion, écrit dans son journal de bord « My God, what have we done? Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Le 15 août, les sujets de Sa Majesté impériale entendent pour la première fois de leur vie la voix de leur empereur, qui s'adresse à eux par radio et annonce la capitulation du Japon. Et maintenant, intéressons-nous à quelques points d'enseignement liés à la communication, bien entendu. Tragique méprise. Alors, l'erreur du Mokatsu n'est probablement pas le seul facteur qui décida de l'usage de la bombe atomique, mais elle y contribua largement. Et moi, lorsque je communique, suis-je sûr que ce que l'autre a compris
est bien ce que je voulais transmettre. Alors, soyons clairs. Hormis les cas où la personne ne veut pas vous entendre, la responsabilité est du côté de l'émetteur et non du récepteur. C'est à moi de m'assurer que mon information est bien passée. Alors, combien de fois n'avons-nous pas dit et pensé « vous ne m'avez pas compris » ou « ils n'ont rien compris ». Alors, outre le fait qu'une telle posture n'aidera en rien la communication, la compréhension, en rejetant la responsabilité sur l'autre, je mets en doute ses capacités. Alors, quand on sait qu'une clé d'une bonne communication est la capacité de relier avec l'autre, on voit qu'on a tout faux là. Je diminue l'autre. Alors, je dirais plutôt, je me suis probablement mal exprimé et je trouverai une autre manière de préciser ma pensée. En respectant ainsi l'autre, d'ailleurs, je me grandis. N'oublions pas que lorsque je communique, ce que je veux dire est probablement très clair dans ma tête et peut avoir été longuement mûri. Alors que pour l'autre, c'est tout neuf. Il a une feuille blanche qu'il m'appartient de remplir. Une manière de vérifier la qualité de ma communication est de demander à l'autre de la rephraser. Il me restitue mon information et je peux donc en vérifier la qualité. Un mot maintenant sur le vocabulaire, les expressions ou les gestes que j'utilise. Alors s'ils ont pour moi un sens certain, suis-je sûr qu'ils sont compris de la même manière par l'autre? Prenons quelques exemples. Si je fais ceci, cela a une signification très positive dans nos pays occidentaux. Ça veut dire ok, parfait, oui. Mais en Afghanistan et en Irak par exemple, cela représente une injure grave. Je suis invité chez des amis et je prends le soin d'offrir un bouquet à la maîtresse de maison. Avec un emballage, il sera encore plus beau. Certains fleuristes rivalisent de créativité pour faire de beaux emballages. Mais en Allemagne, c'est considéré comme mal poli. Là-bas, on prendra justement le soin d'enlever l'emballage avant de sonner à la porte de ses hôtes. L'incompréhension peut même être totale. Alors pour dire oui, moi je vais faire ça. Et pour dire non, je vais faire ça. Ah oui, dans nos pays, oui, chez nous certainement. Mais en Hongrie et en Grèce, c'est exactement l'inverse. Alors on va dire non et oui. Même les mots prêtent à confusion. En grec, oui va se dire né et non se dit ore, qui ressemble plutôt à oui. Revenons au discours de Hirohito annonçant la capitulation. Un discours qui au Japon désormais porte le nom de voix radiodiffusée du joyau. Plusieurs millions de Japonais ne purent en comprendre le sens. Beaucoup pensèrent même que l'empereur appelait à une résistance farouche. Celui-ci s'exprimait en effet dans un japonais archaïque, utilisé uniquement dans l'ancienne cour impériale, et qui était donc incompréhensible pour le commun de la population. De plus, l'enregistrement audio de mauvaise qualité, et l'empereur ne faisant pas directement référence à la capitulation et à la défaite, mais plutôt à l'acceptation des termes de la déclaration de Potsdam, ça ajouta encore à la confusion. Il fallait donc que des journalistes de Radio Tokyo interviennent après pour clarifier le sens du message. Nous nous rendons. Revenons à nous. Je m'arrange pour connaître mon audience, mon interlocuteur. Le vocabulaire que je vais utiliser, les expressions, voire le jargon technique, sont-ils adaptés? À propos de vocabulaire et de jargon, combien de fois n'ai-je pas vu, au sein d'une même organisation, des mots qui, en fonction des équipes ou des départements, voulaient dire des choses différentes, ou des choses semblables qui portaient des noms différents à des endroits différents. Les risques de mauvaise interprétation, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, sont énormes, car on a tous la conviction de parler de la même chose, puisqu'on travaille dans la même organisation. Pourquoi pas un glossaire commun? Enfin, mon propos a-t-il du sens pour celui qui l'écoute? Si je dois veiller, nous l'avons vu, au vocabulaire utilisé, par exemple, je dois également m'arranger pour que le contenu soit adapté à mon audience. Puisque lorsque je m'exprime, je souhaite généralement obtenir une compréhension, une adhésion, une action de mon interlocuteur. En résumé, si je veux que mon message passe, je dois bien connaître mon audience, afin de choisir un vocabulaire, des expressions, des gestes adéquats. Que je définisse un contenu qui me permette de relier à ceux et celles qui m'écoutent, afin qu'ils comprennent mon idée, y adhèrent
et prennent action. Nous arrivons au terme de cette vidéo, et j'espère que mon message est bien passé. Je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo, et vous souhaite entre-temps à toutes et à tous une excellente journée.